Et salut à tous, salut les kids. Salut. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 3e saison de l'Horreur du Dimanche. La saison de la raison, on l'espère. Des annonces exclusives, une technique toujours au top, des analyses aiguisées et surtout des débats d'ivrogne. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe, je le rappelle et je le rappellerai une seule fois en début de saison, après j'arrête parce que j'ai absolument horreur de répéter. On suit au fond, vous le notez dans vos petits cahiers, l'Horreur du Dimanche, c'est le podcast au cours duquel nous parlons de cinéma d'horreur au sens très large, de manière détendue et relaxée. C'est donc en quelque sorte le podcast du frisson mou si vous voulez. Bouh. Ces petits rappels étant maintenant faits, il ne nous reste plus qu'une seule formalité avant de pouvoir attaquer le dense programme de cette 3e année. Alors bon, on y va. Les auditorices, est-ce que vous avez passé un bel été ? Bon, super. Eh bien, de notre côté, pas dingo. C'est la rentrée et déjà, nous luttons pour garder la tête hors de l'eau, pour ne pas couler, à la manière de Paris pendant les JO. Nous sommes battus par les flots, mais ne sombrons pas. À la manière d'une ministre démissionnaire qui se baigne dans la Seine, une Seine si polluée qu'elle filerait la chiasse à un Vélib, j'attaque cette 3e saison en criant « J'y suis Camille, j'y suis Léo, Lola, j'y suis, elle est douce, ah le bonheur, wouhou !» Bon, pour ceux qui l'ont, quoi. Bon, alors pour dérouler... Sous la scène. Pour dérouler le lourd programme de cette année, eh bien, je ne suis pas seul. Lélé, votre nouveau chargé de TD, vous apprendra sa nouvelle classification périodique des éléments qui n'est composée que de titane. Camille vous apprendra à rapprocher tout ce qui paraît éloigné, Picnic Hanging Rock et The Conjuring, même combat. Et enfin, Lola se chargera avec la plus grande des mauvaises foi de vous enseigner la différence entre un vrai et un faux film d'horreur. Oui, c'est très compliqué. Tu vois un truc qui fait peur et tu sursautes, ça c'est un vrai, alors que dans le faux, bon vous avez la ref aussi. Enfin, tout beau, tout neuf, pour la rentrée, il a coupé sa toison d'or. Mais non, il n'a pas mis de réveil et je l'ai vu traverser la rue sans aller trouver de boulot. Le cheveu raccourci, mais la tête toujours aussi endurcie, il représente la seule alternative possible à la majorité présidentielle. Macron démission, la République en marche. Brice, au platine. Bravo Brice. Bravo Brice, t'es le meilleur. L'Horreur du Dimanche, saison 3, épisode du coup 34 au total. C'est parti et c'est maintenant. Et on commence avec le film que j'ai sélectionné. C'est Sea Fever. You're the scientist, I hear. I identify and extrapolate patterns to predict ecological outcomes. Something's wrong. We'll steam through the exclusion zone. Something's changing the texture of the wood. Tell me you know what that is. Something's getting through the hole. What is that? It's one animal. There were parasites in his eyes. What are they? They're larvae. We're all vulnerable to get infected. I want you to test all of us. Ils ont entendu exploser les yeux là. Ouais, on entendait. Ouais. Les yeux. Ouais, les yeux. Je crois que tu disais les vieux. Je ne comprenais pas de quoi tu parlais. Donc Sea Fever, film britannique sorti en 2019 en salle pour celles et ceux qui ont eu la chance de le voir en festival, mais distribué en VOD en pleine pandémie Covid-19 en 2020. Film réalisé par Neasa Hardiman, je ne sais pas si on dit Nisa ou Neasa, je ne sais pas comment on prononce. Le film met en scène des acteurs et des actrices qu'on a vus un petit peu ailleurs. Hermione Corfield dans le rôle de Siobhan, Douglas Scott dans le rôle de Gérard, Connie Nielsen, Freya, et les autres on ne connaît pas trop. Voilà, je vous passe la liste du cast et je fais un petit focus sur Neasa Hardiman. Donc, Neasa Hardiman, c'est une réalisatrice irlandaise qui a fait énormément de télé. Elle vient du milieu effectivement de la télévision. Elle a travaillé sur pas mal de séries, notamment la fameuse éprimée Happy Valley.
Sea Fever, c'est donc son premier long métrage. Et de quoi ça parle ? Eh bien, nous y suivons le parcours du personnage de Siobhan, thésarde en sciences des comportements marins, un peu introvertie. Dans le cadre de son parcours universitaire, elle se voit affectée sur un terrain de stage peu commun puisqu'elle embarque à bord du Nyamshinor, je ne sais pas comment on prononce, un chalutier de pêche sous le commandement de Captain Freya, secondé par Gégé, son mec. On y retrouve également Omid, le Tekos, Johnny, le beau gosse avec sa tante Kiara et Sudi, le bisu, homme à tout faire. Alors qu'elle est initialement boudée par un équipage hostile de par sa rousseur et son tempérament autistique, Siobhan se fait progressivement sa place à bord et surtout dans le cœur de Johnny. Relation... Soap opéra. Relation qui restera néanmoins platonique en raison du funeste destin que l'intrigue réserve à ce dernier. Les choses se gâtent donc lorsque le Nyamshinor, c'est le bateau, je prononce bien, est agrippé par une étrange créature marine, une forme de poulpe géant fluorescent qui confond vraisemblablement le bateau avec une femelle en y libérant une semence faite de parasites qui semble vouloir infester les membres de l'équipage. Johnny en fera les frais le premier lorsque les bébêtes lui sortiront par les yeux, littéralement. Sea Fever, c'est donc un thriller, un survival en huis clos, matinée de SF, incarné par le beau Kraken qu'on peut y voir. On y retrouve du Alien, énormément de The Thing et bon nombre d'idées empruntées ça et là à un genre un peu éculé. Et alors ce que j'aime avec le film, c'est qu'il est un peu plus, je trouve, que la somme de ses emprunts. Donc un film à part entière au cours duquel sont développés des aspects qu'on n'a pas l'habitude de voir, des psychologies complexes et des scènes de violence un peu graphiques et marquantes qui sont tempérées par des moments de quasi-tendresse, voire d'amour. Je pense notamment à la relation ambiguë entre Siobhan et Omid. Pourtant, lui, il est maqué et sa seule motivation, c'est celle de retrouver sa femme et son nouveau-né. À titre personnel, le film fonctionne d'autant plus que je suis à la fois fasciné et terrifié par les profondeurs, comme tout le monde, et que les vidéos dévoilant des bribes de cet inconnu pourtant si proche qu'est le fond marin alimentent régulièrement mon flux YouTube. Pas besoin de décoller à bord de l'Event Horizon direction un trou de verre pour l'enfer, alors qu'au large de la côte de l'Irlande, on peut se rejouer l'appel de Cthulhu. Voilà, moi j'aime bien Sea Fever. Je trouve que c'est un film qui est... c'est vrai que là, c'est le 3e visionnage. Il y survient un peu moins bien. Je vois un peu les défauts et tout ça. Et puis le côté un peu, fauché que le film peut avoir, qui fait qu'il y a des idées qui ne sont pas forcément suffisamment exploitées. Mais sur 1h20 de film, je trouve que ça se tient bien et que c'est plutôt sympa. Et je trouve la photographie... je trouve que c'est plutôt malin, en fait, de situer l'action sur un chalutier en plein milieu de l'océan Atlantique, parce que ça permet une économie de moyens... qui ne fait pas faucher, pour le coup. Voilà, moi, ça m'a plu. Le seul truc que je n'ai pas compris, et que c'est vrai qu'à chaque fois, je me fais la réflexion, mais comment ça marche, le système reproductif de cet animal ? Parce que, en fait, les bébêtes, elles sortent par les yeux des gens, puis après, je ne sais pas trop ce qui se passe. Ouais, oui. Voilà, ouais. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas bien. C'est peut-être un peu la limite que j'ai trouvée avec le film, mais sinon, je sais pas mal. Oui. Et tandis que tout le monde se retourne vers Léo. Elles vont instinctivement vers l'eau parce que Johnny, avant de décéder, veut faire un petit bain de minuit tout nu dans l'eau. Et du coup, je pense qu'il y a un peu un truc comme ça, genre l'appel de la flotte en fait. Ah ouais, t'as raison. Et moi, j'avais même pas compris le côté reproductif de l'animal. Je pensais que c'était juste. Moi, tu vois, je pensais qu'il avait pris le chalutier pour un danger plutôt et qu'il le paralysait ou alors qu'il essayait de bouffer. Et que c'était plutôt des parasites que des larves. Ouais, mais en fait, j'ai pas compris ça aussi. Je sais pas quelle était la traduction. En fait, maintenant, j'ai un doute. Mais... Moi, j'ai cru comprendre que c'était des larves. Ah ouais, moi j'ai cru comprendre que c'était. Ah ouais. Pour moi, c'était genre. Des gamètes. Tu vois, le Cthulhu chope une proie. Et en fait, c'est son moyen de reproduction d'infecter des proies, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ça comme ça. On dit Cthulhu, mais c'est le poulpe, du coup. Oui, c'est le kraken. Poulpe, ouais. Une sorte de c'est un kraken. mélange entre Rencontre du 3e type et le mythe de Cthulhu. Ouais, un peu. Donc toi, ça t'a plu ? Bah oui, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que les petits clins d'œil à The Thing et à Alien étaient assez chouettes, sans être lourdingue ou repompé total. Et ouais, c'est plutôt un bon moment. La photo, c'est un plus.
et la relation entre Omid et j'arrive pas à prononcer. Siobhan. Siobhan. Ça s'écrit Siobhan, mais c'est Siobhan. Et assez chouette et change un archétype qui est usé et genre plus de très bon augure, donc c'est assez cool. J'ai bien aimé la fin en tout cas. Ouais, la fin est cool. Ouais. La fin. Ouais. Oui, moi j'avais jamais vu. Tu l'avais jamais vu ? Non. Et d'ailleurs, je dis avant que tout le monde parle de son film, mais j'étais très contente de la sélection parce que moi je me suis ennuyée devant aucun film et c'est rare, me connaissant. Et non, moi j'ai passé des bons moments à chaque fois. Et en plus, je les ai trouvés à chaque fois très différents les uns des autres. Donc vraiment, voilà. Et Sea Fever, je l'ai regardé avec un spécialiste des bateaux, dont je ne citerai pas le nom, et qui me faisait remarquer qu'il y avait des incohérences entre la coque en bois. Moi aussi. Et tous les plans où on pensait que c'était finalement un pont en acier, quoi. Absolument. Voilà. Et j'étais en mode, ah bon, mais comment tu vois ça ? Pour moi, c'est juste quelque chose qui est pas en rouge, quoi. Et il me disait, non, il est en acier, c'est bizarre, voilà. Donc je sais pas si c'est du bois peint en rouge, in fine, parce qu'il n'y a pas de plan. Mais c'est pas vert. Il est vert le bateau. Il est vert ou il est rouge, je sais pas. Il est vert. Il est vert. Bon Ah, voilà. ok, j'ai très peur, déjà, j'ai pas vu le bon film. non, mais je saurais pas répondre à ça. Après, peut-être que le truc était véritablement en acier et que le bois c'était une excuse pour le scénario pour pouvoir faire ces espèces de scènes un peu gluantes dans le bois là. Ouais. D'ailleurs, pourquoi ça coule pas après ? Parce que du coup, quand ils réparent, ils mettent des petites planches, une planche avec des dessus. clous. Oui, mais ça c'est pareil, c'est pas hyper. Le spécialiste me disait que c'était pas hyper crédible. Mais non, ouais, j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé l'intrigue de base d'une scientifique qui part faire de la recherche voilà, avec des pêcheurs. Et j'ai trouvé le film vraiment très beau. Et la bête, on la voit pas trop. Mais ce qui contribue à... Enfin, en fait, je sais pas, le film, c'est pas un gros budget, j'imagine, c'est ce que tu disais. Bah écoute, j'ai pas réussi à trouver les chiffres. Mais ça doit pas être un truc immense. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est IMDb, plus malin de faire juste des jolis tentacules fluorescentes que tout un kraken entier en mode Pirates des Caraïbes. Mais oui, il est genre suggéré. Oui, voilà, il est suggéré et c'est assez joli parce qu'en plus ils essayent pas enfin en tout cas le personnage principal essaye pas de le tuer. Enfin, il y a un rapport un peu différent au monstre que celui qu'on a l'habitude de voir dans ce type de film. Et là, c'est plutôt presque un film écologique, quoi. Enfin, un truc. Bah non, c'est un animal qui est là, il est rare et laissons-le tranquille en fait. Et je trouvais ça assez chouette et novateur en fait dans les films de monstres en tout cas. Oui, moi je suis d'accord. C'est vraiment l'axe que j'ai bien aimé dans le film, cette idée de prendre la mesure de notre propre finitude en disant voilà, c'est un animal qu'on ne connaît pas, qui effectivement n'est pas un prédateur de l'espèce humaine, mais qui, les personnages se sont mis dans une situation de prédation en fait, en rentrant sur son territoire alors qu'ils n'avaient pas le droit d'y être, etc. Cela étant dit, je trouve quand même que c'est un film qui souffre de pas mal pour moi, de faiblesses, notamment au niveau de son écriture. Je trouve qu'il y a des gros problèmes de montage en fait. On passe d'une action à une autre sans vraiment trop comprendre les liens logiques. Si je puis dire, il y a même quelques petits faux raccords dans le film quand même. Donc, voilà quoi. Voilà. Un coup, il a une casquette et sur le plan d'après, il en a plus. On vous fera les timecodes. Quand j'ai remarqué ça, je me suis senti c'est cette incohérence que vous n'avez peut-être pas remarqué dans Sea Fever. Je vois déjà la miniature. Ah ben là, je pense qu'on pète le score en termes de clics. Ouais. Mais c'est bon. Ça, c'est un peu un souci. Moi, c'est surtout en termes de construction parce que du coup, je trouve que le film, moi, je l'ai trouvé assez ennuyeux. Je suis désolée, mais j'ai trouvé qu'en 1h20, justement, j'ai eu la sensation que ça durait beaucoup plus longtemps. Parce que, effectivement. C'est vrai qu'il fait cette sensation. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, on comprend assez rapidement que le monstre, on ne va pas pouvoir se battre contre lui la moitié du film, donc c'est pas le sujet. Mais au-delà de ça, je trouve que les personnages souffrent un peu d'une écriture, je sais pas, un peu déséquilibrée, quoi. Ça commence assez bien, mais en même temps, on comprend pas trop les enjeux qui les motivent. Le personnage principal, donc Siobhan, moi, ça me dérange pas qu'on sache pas grand-chose d'elle,
Mais en fait, le problème, c'est que ça ne se dévoile pas trop non plus au fur et à mesure du film, quoi. Même les interactions entre les personnages. Bon, je sauve l'interaction avec le petit Le père, là, mécano. comment il s'appelle ? Oui. Omid. Voilà. Ouais, Ça, c'est c'est sympa. Un chouette perso. Ouais. Ça, c'est plutôt sympa. Mais le reste, sinon, moi, j'ai trouvé ça un peu... un peu... Bah, si tu comprends les enjeux pour les deux capitaines du navire, pour les propriétaires qui doivent récupérer pas mal de poissons parce qu'ils sont dans la merde financièrement. Ouais. Et puis parce qu'en fait le bateau représente c'est le nom de leur fille. Oui, bien il sûr. y a quelque chose comme ça de. Bon, après voilà, je te l'accorde, c'est pas forcément très très poussé, mais il y a un truc un peu. C'est pas incohérent qu'ils veuillent pas dans un premier temps faire demi-tour et. Non, oui. Et potentiellement sacrifier d'autres membres de l'équipage, quoique ils ont quand même le bon sens de rapidement dire on fait marche arrière. Oui. Et tant pis pour le bateau, c'est qu'un bateau, quoi. Mais oui. Et les effets, moi j'ai trouvé ça joli, les trucs fluorescents et tout ça, c'était sympa. Mais les effets là de gel Viveldop. Fixation béton, ouais. Bon, c'est un peu bon, d'accord, c'est. C'est sans doute fait avec ça. Pas peur non plus. Ouais, c'est probablement fait comme ça. Ouais. Je regarde s'il y a sous du Viveldop, mais. Par contre, les petits parasites dans les yeux, ça c'était plutôt. Oui, ça c'est rigolo. C'est pas mal. C'est rigolo. Et puis c'est inattendu. Moi, je comprends pas très bien la nature de sa relation avec Johnny, parce qu'elle a l'air de le connaître avant de monter sur le bateau. Ouais. Ouais. Et c'est peut-être son contact. Peut-être. On n'en sait pas plus. On a l'impression qu'ils se connaissent un peu avant. Et voilà. Et j'ai vu le film avec effectivement 2 personnes qui avaient fait du bateau cet été, qui m'ont aussi souligné que le film ne passerait pas le test technique au port de Saint-Nazaire parce qu'il y a des problèmes de cohérence. Ouais, contrôle technique, là, c'est raté, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre ? Ah oui, alors, figurez-vous, on en profite pour les petites anecdotes. Donc, parce qu'on dit que les femmes... Alors déjà, moi, je pensais que c'était les femmes tout court qui portaient malheur sur un bateau. En fait, c'est les rousses. Là, c'est les rousses. Ouais. Et en fait, on m'a dit que apparemment un autre truc, c'est de dire lapin. Oui, ça c'est connu. Oui, mais ça, dans les rats, on le sait. Dans les rats. Voilà. Ouais. Ah ouais. Dessin animé. C'est plus de culture, enfin Léo. Lola, elle l'a dit genre comme si c'était une référence. Il y a un épisode avec des lapins dans les rats et ils sont tous en panique. Et moi, c'est comme ça que je l'ai appris, assez petite. Je tiens à c'est le crossover. Tout ce qu'elle sait, elle le sait des rats. Ça fait une femme complète. Mais oui, les cheveux roux, je savais pas que ça portait malheur et je l'ai vu dans un autre film, ce truc de, je saurais pas vous dire lequel, où c'est très intéressant. Merci, voilà, papa. non, mais c'est avéré. Donc de toute façon, dès qu'on peut faire porter le chapeau d'un malheur à une femme, quel que soit ça je alors là, je crois que c'était pas particulièrement lié au fait que ce soit une femme. C'est vraiment, je crois, les cheveux roux. Ok. Voilà. Mais bon, voilà, c'est voilà, c'est pas mieux. Hein. Je ne cherche pas une excuse de légitimer toutes les discriminations possibles. En même temps, voilà. Les lapins, c'est vrai que. En tout cas, un film qui soulève de grands débats. Ouais, visiblement. Ouais. Sur les contrôles techniques et sur les rats. Sur ce qu'il faut dire et ne pas dire. Non, mais il est joli. Moi, je l'ai trouvé. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait une belle photo. Oui, la photo est très belle. Ouais, non, mais je sais pas. Et j'ai bien aimé l'accent irlandais. Moi, ouais. Ça fait toujours. Moi aussi, ça marche à chaque fois. Ouais. Il y a des trucs en gaélique, là. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas, ça crée toujours un petit truc. J'ai vu un film comme ça il y a pas longtemps. J'en parlerai dans un prochain épisode. Voilà. Ah oui. J'ai cru que tu te souvenais pas non plus. Si. Mais je suis sûr il s'en souvient pas. Il fait genre. Si, je m'en rappelle très bien. Et je le dirai pas là. Voilà, Sea Fever, il n'y a pas non plus. On va peut-être passer à autre chose. Et quand même, est-ce que quelqu'un connaissait cette maladie qui est la fièvre de la mer? Oui, parce que quand même, comme ça. C'est soi-disant quelque chose qui existe. Qui rend dingo les marins et les pêcheurs en l'occurrence, parce que c'est pas tous les marins. C'est à cause des shifts. Ouais, j'ai l'impression que eux, ils ont fermement et manque d'interaction. Et le fait que ces bateaux, j'en reviens toujours aux gens avec qui j'ai regardé, c'est des bateaux sur lesquels on peut avoir très fort le mal de mer apparemment parce qu'ils sont pas du tout faits pour casser la vague. C'est pas des voiliers de vitesse quoi. Du coup, ils prennent tous les remous. Voilà.
Et il n'y a pas eu de vomi dans ce film, en tout cas, donc visiblement ça va. C'est vrai qu'il n'y a pas de scène vomi, ouais. Non, mais ils ont tous pris un anti-vomitif. Il n'y a pas de scène Mercam, ni vomi. Ouais, en tout cas, les gens qui ont eu la fièvre, la sea fever, faites-le nous savoir parce que nous sommes intéressés. Ouais. Moi, j'aimerais savoir quels sont les symptômes. On est plutôt Saturday Night Fever ici. Allez. Oh là là. Bon, là, bon, voilà. Brice, tu fous le générique, Brice, là, je crois qu'on arrête. C'est le dernier épisode de la saison. Allez, envoyez de l'argent. Et je crois que le film d'après, c'est le film que Camille a sélectionné. Tout à fait. Et moi, je vais vous parler de Crawl, de Alexandre Aja. Mm-hmm. The state of Florida has issued a Category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately. Grab your families, your loved ones, and get out. Dad! We won't be able to come for you. Dad! Oh my God! What happened? Ouh là là! Un film vraiment très intellectuel pour commencer l'année. De crocodile. Oui, parce que le thème de l'épisode, c'est l'eau. Je sais pas, vous n'avez pas compris. C'est pas les crocodiles. Oui. Hommage au mois d'août. Ouais, c'est ça. Et de septembre, manifestement, parce qu'aujourd'hui aussi, on s'est pris la pluie. Donc, Crawl de Alexandre Aja, traduit en québécois, Terreur dans la tempête. Oui, j'allais ok. le dire, ça va trop loin. mais- Moi, je trouve pas mal le titre. Est-ce que tu pourrais nous le faire? Non. Non. Voilà, je suis timide, là, j'ose pas. On coupera ça. Terreur dans la tempête. Ah, Mais Ah, ouais, bah voilà, voilà. c'est réussi. Terreur dans on est une obligé maison dans la de tempête. supplier maintenant. Il se fait prier, tu sais. Un film donc de 2019 d'Alexandre Aja qui est donc français, Cocorico, mais qui travaille aux États-Unis beaucoup. Rapidement, je vais un peu parler de lui pour replacer un peu son travail. Donc c'est un fils d'eux. D'un réalisateur donc, qui s'appelle Alexandre Arcadi et d'une critique ciné qui s'appelle Marie-Jo Jouan. Et donc Aja, c'est un pseudo qui regroupe ses initiales en fait. Voilà. Depuis le lycée, il travaille en fait avec un de ses copains de lycée qui s'appelle Grégory Levasseur, qui est aussi celui qui écrit beaucoup. Ils co-écrivent en fait. Oui, on a le droit de dire ça, co-écrivent. Ouais. Hein. J'ai des petits bugs comme ça. Je crois que tu peux, ouais. Leur scénario. Et notamment un des films qui les a fait connaître à l'international, c'est Haute Tension, qui date de 2003, qui a notamment été sélectionné à Sundance et qui a permis à Alexandre Aja de se faire ouvrir les portes d'Hollywood, comme on dit. Ouais. À côté de Little Miss Sunshine, ça passe très bien à Sundance, à mon avis, Haute Tension. Et puis après, quelle carrière Oui. Choc des Titans. Non, c'est pas lui. Gods of Egypt, pardon. Non. Je sais pas. Non. Pardon. Alors voilà, là, vous avez tout ce qu'il faut pas. Ouais. Non. Si tu me laissais filer ma chronique, Gladiateur. je pourrais savoir Je des te laisse précis. finir. Je te laisse finir. Tu comprends avec un autre français. Ah oui, ok. Je crois que je vois. Ah bah, tous les Français sont les mêmes. Bravo Léo. De mieux en mieux. Alors, donc, arrivé à Hollywood, donc, on lui a proposé surtout de faire des remakes de films d'horreur assez connus, genre La colline à des yeux. C'est ça qu'il a fait. Et Piranha 3D, inspiré de Joe Dante. J'aurais pu prendre Piranha 3D, mais un peu flemme, moi. Il me fait rire, mais... Oui, il y a quand même quelques scènes assez Un zizi mythiques. en 3D. Ah bah, j'osais pas le dire, mais voilà. C'est bon. Bah, je le dis. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Un spoiler, comme d'habitude. Quel spoiler. Non, moi, un film que j'avais bien aimé de lui, c'était Horns, avec Daniel Radcliffe. Harry Potter, Alors, j'ai ouais. pas vu, mais ce qui paraît, c'était une bouse. Ah bah. Oh. Alors, j'ai pas vu. Les sceptiques seront confondus. Moi, j'ai bien aimé. Ok, non, mais j'ai pas vu. Ouais, je l'ai vu. Bah- J'en ai un souvenir assez vague, mais ouais. Et c'est avec Juno Temple encore. Ouais, qui joue sa copine. Oui. Ouais. Non, je sais pas pourquoi, j'avais bien aimé ce film. Bon.
Bref. Ouais, bah oui, non, mais c'était pas mal, ouais. En 2019, donc, il revient sur le devant de la scène. Je parle vraiment comme une vieille dame, c'est insupportable. Et avec Crawl, donc il s'écrit comme la, pas la brasse coulée du coup, mais l'autre nage. Et petite anecdote, ça a été tourné à Belgrade en Serbie. Ah ouais. Le film. Oh waouh. De quoi ça parle, Crawl? Alors ça parle de crocodile évidemment, mais ça parle surtout de Hayley, qui est jouée par Kaya Scodelario. C'est la raison principale pour laquelle j'ai vu ce film. Parce que sinon, aucun intérêt. Enfin, pardon, mais Kaya non, je reviens. Kaya Scodelario, c'est celle qui joue Effie dans Skins. Bah, bien sûr. Mon cœur de teenager n'a fait qu'un bond. Et voilà. Donc Hayley, c'est une jeune fille qui fait de la brasse coulée pour le coup. C'est une nageuse. Et elle entretient, on comprend très vite qu'elle entretient une relation un peu tough love avec son papa, un peu à la Laure Manodou avec Philippe Lucas. Wow. Ah oui, c'est vrai que j'y ai pensé. Ouais. Voilà. Ah mais il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, sportives. Bah oui, c'est un peu. C'est fini, Camille, depuis aujourd'hui. C'est vrai. Et alors d'ailleurs, elle a joué dans le Choc des Titans. Figure-toi. Ah ben voilà. Ah bah voilà, Et tout se retrouve. Je le savais. De Louis Leterrier. Papillon. Et donc, Hayley nage et donc ça commence déjà dans la flotte. Et en plus, elle nage où ? Elle nage en Floride, où, comme vous l'avez peut-être entendu dans l'extrait, il y a souvent des ouragans. Et là, en l'occurrence, il y en a un de force 5 qui débarque sur la petite ville où elle habite. Ça veut dire des pluies diluviennes. Vraiment, c'est l'enfer. Ouais. Du coup, Hayley et toute la communauté sont invités à rester chez eux, calfeutrer, etc. Évidemment, qui ne répond pas à son téléphone ? Le papa d'Hayley, qui ne va pas très bien. Et oui. Alors, donc, le papa d'Hayley, et donc Hayley décide d'aller voir son père pour le ramener en sécurité, etc. Elle arrive dans l'ancienne maison de son enfance et là ça se passe pas bien parce que évidemment il fallait pas rester dans cette putain de baraque alors qu'il pleut des cordes. Mais surtout quelle idée d'aller faire un tour dans le sous-sol. Ils sont fatigants. Et donc, vu qu'on est en Floride, que le truc s'appelle Crawl et qu'on vous dit que c'est un film de crocodile, qu'est-ce qu'il y a ? Des alligators. Des alligators à ne plus savoir quoi en foutre. Ah ouais. Et des alligators qui font une taille démesurée. Ouais, il le dit à un moment, il dit « It's a big gator ». Ah bah là, c'est « See you later, alligator ». Ça finit d'ailleurs comme ça. Donc c'est un film très sympathique, ça dure pas très longtemps. C'est un bon survival. Moi je trouve que c'est vraiment très efficace parce que tout va se passer dans cette maison, le sous-sol, et de la flotte, mais tout le temps, partout, avec des effets de mise en scène que je trouve pas mal, personnellement. C'est pas le genre de film que je vais adorer, mais c'est un film, pour le coup, j'ai pris du plaisir. Je me suis bien marrée. Passer le côté un peu trop didactique de « Ah, on est coincé dans cet endroit, pour sortir de cet endroit, il nous faut la petite manivelle et la corde et le machin. » Ça, c'est très vite un peu chiant. Mais passer ça, il y a quand même des trucs assez rigolos. Ouais, c'est marrant. Et il y a quand même un sacré talent, je trouve, de mise en scène, notamment dans la submersion de cet espace, en fait, de cette maison qui va, au fur et à mesure, prendre l'eau. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Pas grand-chose. J'ai noté des trucs débiles. J'ai noté que quoi ? The floor is lava. Voilà, il y a beaucoup de séquences comme ça. Vrai, en gros, le but, c'est de ne pas foutre les pieds dans l'eau. Moi, il y a beaucoup de trucs qui me dégoûtent profondément parce que les eaux sales, c'est pas possible. Ah bah là, oui. Les écharpes dans l'eau, ça m'angoisse aussi. Tu vois, les trucs qui traînent parce qu'évidemment, il y a des débris partout. Il y a une réduction de fracture ouverte. Ça, ça c'est qui est assez ignoble. Sportif. Ouais. Mais ce qui est un peu dommage, parce que moi, c'est la deuxième fois que je le vois, je crois. Troisième, je sais plus. Mais à chaque fois, je me dis, c'est dommage, ça aurait pu vraiment être super. Et il manque. Moi, le truc qui me frappe le plus, c'est qu'en fait, je trouve que on les voit un peu trop vite. Je suis d'accord. Les crocos. Et alors, c'est cool, il a voulu les montrer, tout ça, mais le CGI est quand même un peu dur. Un peu daté, oui. Je pense qu'il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui est manqué de ce côté-là, autour de cette créature qui aurait pu être un peu plus flippante et dont la présence aurait pu être un peu plus anxiogène, quoi. Parce que finalement,
ça ressemble à une série B bien faite et un peu friquée, mais je pense que ça aurait pu être vraiment bien. Je suis assez d'accord parce qu'en fait, au départ, j'ai lu qu'ils voulaient. Enfin, l'ambition c'était de faire des animatronics. Ça Donc, aurait été ils ont incroyable. fait 2 têtes d'animatronics et en fait, Ouais. ils trouvaient que c'était pas assez fluide. D'accord. Ouais. En termes de résultats. Donc, ils les ont gardés pour faire les plans serrés sur les animaux. Ok. Mais sinon, tout le reste a été mis, tout le reste de l'argent a été mis dans le CGI. Et Ouais. c'est vrai que c'est un peu moins réussi. Enfin, ils font pas très très peur, quoi. Enfin, Ouais, c'est- moi, je trouve que de toute façon, ce qui fait peur dans cette créature, c'est quand elle est sous l'eau, quand on la voit pas, et qu'il y a juste Le dorsal qui oui, dépasse. exactement, la queue qui bouge comme ça et qui fait, enfin oui, qui est Ouais. assez terrifiante. Sinon, c'est vrai que quand on les voit des pattes à la tête, ça fait pas très peur. Oui. Mais ils auraient pu aussi les faire peut-être un peu moins gros. Parce que les premiers plans du film, enfin, tu vois l'entièreté de l'alligator et ils sont énormes. Oui, c'est vrai que Mais je crois que c'est très gros. J'ai regardé je pense- Alligator en Floride. Je pense qu'ils ont rajouté quand même un peu. Des Mais il y centimètres. avait eu. Bah, il dit, it's a big gator. Hein. It's a big gator. Ouais. Mm. Il y a eu, je trouve, au début plusieurs débuts de bonnes idées sur comment les montrer et les traiter. Et en fait, c'est pas du tout exploité. 4,60 m. 4,60 m. Un mâle. Oh là là. Ah oui, oui. Ouais, ok. Et en fait, il leur fait briller les yeux dans le noir à quelques moments. Et je me Mm. suis dit, bon, peut-être, du coup, s'il les montre un peu moins et que t'as juste les yeux à quelques endroits, etc., ce sera peut-être un peu moins gros sabot. Et en fait. Oui, non mais Non. oui. Je trouve que, enfin, je te dis, moi, ce qui m'a un peu gavé, c'est toute la dissémination d'indices au début. Ouais. Genre, alors attention, ils entendent pas sous l'eau. Enfin, non, attends, c'est quoi déjà non, ils entendent sous l'eau, ils entendent pas hors de l'eau. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui justifie des dialogues pas très intéressants. Et les règles changent un peu au cours du film, parfois. Oui, Et oui. c'est un peu étrange. Il y a beaucoup de c'est même plus des fusils de Chekhov à ce niveau-là, quoi. Enfin, des trucs, bon, évidemment que ça va servir. Et sur les poncifs aussi qui ressortent, c'est la relation père-fille. Oui, j'attendais que quelqu'un Que y vienne. tout est rapide, Franchement, bien sûr. ouais, et D'accord. genre on parle en plein milieu d'une séquence d'action de Serious Business. Et en fait, voilà, rien qu'en le disant, je pense que vous voyez très bien le cliché Oui, mais dont est-ce que on veut si parler. toi, t'étais Mais pris dans un sous-sol avec ton père sur le point de mourir, est-ce que peut-être t'aurais pas des discussions comme ça, tu vois? bah, après qu'il Sur la nous ait natation, poursuivi, je sur le pense. fait mais- si t'es ouais. Ouais, Oui, obligé à voilà, faire de ouais. la Léo, c'est chiant à avoir arrêté la L'introspection natation. avec 2 alligators derrière moi, non merci. Quoi. T'aurais pu. C'est vrai que j'aime bien quand tu nages, c'est très. Tu Bah, nages bien. ouais. C'est dommage. Hein. Le dos crawlé particulièrement. Oui, et il paraît que tu plonges bien aussi. On m'a dit ça. Oui, j'ai Ouais. une petite mésaventure, mais ça restera pour. Bah, c'est en lien avec le thème. Ouais, Ah bah j'ai hâte que tu nous racontes parce que je suis pas au courant de ça. ouais. Ouais. Mais et oui, alors pour revenir à cette histoire de relation avec le papa, il y a un truc qui est un peu gênant, qui est un truc, en fait, je trouve qu'il force un petit peu trop ce truc du père qui l'entraîne et qui lui dit t'es l'apex predator et tout. Il le force un peu trop pour nous emmener vers une dynamique, tu vois, qui va servir plusieurs fois dans le film. Et en fait, tu sais, il le montre, c'est le genre de truc qui est hyper... c'est une procédure, c'est un process que tu vois hyper bien. C'est-à-dire que vraiment, dès le début, il te montre cette relation-là, qu'il y a un père qui l'entraîne en compétition, tout ça. Et donc, sur 1h20 de film, il va te mettre ça en jeu, je sais pas, 4, 5, 6 fois. Ouais. Et en fait, on a compris, tu vois. On aurait pu éventuellement suggérer cette relation, la nature de cette relation et cette dynamique entre le père et sa fille. Mais non, en fait, c'est vraiment martelé dès le début et du coup, bah, on sait très bien qu'on va se le taper 10 fois. Ouais, mais voilà, il y a un gros manque de subtilité de ce point de vue. Je trouve que niveau Daddy Issues, ça va. C'est pas le pire film qu'on ait vu à ce niveau-là. Enfin, c'est quand même c'est soft. C'est un père qui. Oui, mais c'est cliché. C'est cliché. Mais moi, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et c'est 9 ans après Piranha 3D, je crois. Et pour le coup, moi, j'ai trouvé qu'il se resservait vachement de ce qu'il avait fait dans Piranha, que j'avais beaucoup aimé. Et pas la relation père-fille, mais t'en parlais, Camille, en fait, l'intérêt du film, je suis complètement d'accord avec toi, c'est ce côté, on ne voit pas, et moi je trouve que là où ça fait très peur, c'est quand effectivement, il y a la caméra qui est hors de l'eau, et qu'il y a les personnages qui sont dans l'eau, et là t'es en mode putain, tu vois pas ce qui arrive, c'est suggéré, et il y a une scène d'ailleurs de station-service qui est absolument extraordinaire, où 3 jeunes personnes qui tentent un cambriolage se font défoncée par les alligators, et là moi je trouve que ça fait vachement peur. Et pareil, toutes les scènes où elle nage à la fin et elle se dépêche, là c'est la course et tout, tu vois, c'est sa compétition ultime finale, et où le croco est à ça de la bouffer. En fait, ça marche vachement bien parce qu'on le voit pas, il y a pas
En fait, tout est suggéré, et puis c'est vrai que ce truc qu'on ne voit pas sous l'eau, qui en fait fait à la surface une eau sanguignolante d'un seul coup, enfin, comme dans Piranha en fait. Moi je trouve que ça marche vachement bien. Enfin, dans Piranha c'est plus drôle, mais là je trouvais que ce truc là fonctionnait bien quand on les voyait pas vraiment, parce que moi pareil que toi Léo, j'ai pas vraiment peur des crocodiles. En revanche, je serais dans cette situation, j'aurais très très peur, et je trouve que c'est bien fait. En fait, oui, et puis truc-là, le survival, on voit pas il quoi. marche L'eau, bien, elle est bien marécageuse, tu vois. Tu vois rien, et puis elle se fait vraiment beaucoup niaquer, et son père aussi, et c'est là où ça rajoute la couche du survival qui est nécessaire, c'est que t'as vraiment peur du coup pour la vie des personnages, et c'est pas du tout intouchable. Et du chien. Et le chien, moi j'avais trop jeu là-dessus. Sugar, elle est incroyable. Elle sert à rien, non ? Elle aide activement. Elle aide de ouf. Mais non, parce qu'avec ses petites pattes, elle peut pas bouger la caisse qui les bloque. À chaque fois, elle couille. Elle peut pas appeler le numéro. Elle appelle pas. Allô, 911. La Guardia Civile. Ouf. Oui, parce que moi, la scène de fin, Elle sert à rien. une des scènes finales, quand ils sortent enfin de la maison et qu'ils la... Moi, j'avais qu'une peur pendant tout le film, c'était qu'ils oublient le chien. Et donc moi, j'ai vu qu'il avait pris son chien dans ses bras et qu'ils essayent de monter sur la barque que Hayley va choper en nageant très vite. Et j'étais tellement soulagée quand il a d'abord jeté le chien dans la barque. Et je me suis dit, lui, il peut crever, je m'en fous. Sugar est à l'abri. Et d'ailleurs, Sugar, après, elle repart. On ne sait pas où est-ce qu'elle termine. Ah, si, elle s'en sort. Parce qu'après, il y a on va pas spoiler, il faut regarder le film pour savoir. Moi, j'ai pas. Sachez juste qu'il y a un Crawl 2 qui est en préparation. Oh, waouh! D'Alexandre Aja aussi. Avec 2 fois plus d'alligators. Oui, parce que le premier a très bien marché, en fait. Enfin, là, il y a eu un budget un peu en dessous de 14 millions de dollars et recettes 91,5 millions. Moi, j'avais vu 17 millions. Ouais, les sources. Oui, mais c'est peut-être de l'euro. Ouais. Non, c'était en $. C'est friqué pour ce genre de film en vrai. Oui, parce que c'est la production de Sam Raimi. J'ai oublié de dire ça. Évidemment. Ah, c'est friqué. Et est-ce que tu sais, je pense que oui, mais est-ce que tu sais si les décors ont été réellement immergés parce que tu as dit que c'était en Serbie. Oui. Ok. Oui. Et qu'est-ce qu'en Serbie, c'est tout ce qui est dans la maison? C'est tout ce qui est dans la maison, c'est dans des studios. Ok. Donc d'immersion. Ok. Effectivement. Et non. Serbie, Belgrade. Ok. Parce que les décors de ville au début sont un peu. Tu peux pas vraiment savoir où c'est en vrai. Non, mais ça, je trouve, ça m'a pas. Je sais pas. Après, moi, c'est plutôt la petite partie de ce lotissement immergé que j'ai trouvé très très belle. C'est assez bien fait. Où les flics arrivent en barque, tu vois, en barque. Oui, juste à côté du marais. Déjà, il faut arrêter de construire dans des zones inconstructibles parce que c'est pas possible. Ils sont vraiment aux portes du marais, donc en termes de moustiques, je ne vous raconte pas. Et d'alligators. D'alligators, c'est dégueulasse. Et d'inondations, de moisissures et tout, c'est sûr que c'est l'enfer. Oui. Ça va être on va en parler après aussi, de moisissures. Ouais. Je te passe le relais. Oui, alors on va parler de moisissures du coup. La rentrée dans le dégât des eaux. Il y a un dégât des eaux. Oui, c'est vrai qu'il y a un gros dégât. Alors là, je peux te dire que le syndic est en PLS. On va parler assurance, tout ça. Ok, ça y est, ça va être super. Ça, on a un segment de 40 minutes pour vous faciliter la vie. Promis, c'est pas un partenariat avec une assurance, pas du tout. La Matmut. Comment on va remplir ce formulaire là? Raconte-nous tout. L'enfer, tu sais, comment il s'appelle le couple d'humoristes, là, les deux mecs. Je sais plus. Là, mais... machin et Las Palais. Ouais, voilà. C'est eux qui faisaient les pubs Matmut. Super. Voilà. On se compare. Tu couperas ça, Brice. Mais par contre, tu peux nous mettre le jingle. C'est les nouveaux jingles. Vous avez vu? Oui, c'est vrai. Bravo, Brice. Bravo, Brice. Bravo. Bravo. Meilleur Brice. Ça suffit. Léo, c'est ton tour. Quel est le film que tu as choisi? Eh bien, j'ai choisi de vous parler de Darkwater. Ikucha?
c'est fait exprès. Hein. Mais Léo, c'est un sadique en fait. Ouais. Choisis le pire truc quoi. Je suis désolé. Mais non mais là, les trois quarts des gens ont lâché leur téléphone. C'est toi qui rembourse. Hein. Je me souvenais plus que c'était aussi strident le cri à la fin. On Voilà. va donner ton adresse, on va te doxer. Non, mais donc c'est pas SVP. Et du coup, ce soir, je vais vous parler de Darkwater. Son titre original, c'est Onogurai Mizu no Sokokara. C'est un film japonais réalisé par Hideo Nakata, que vous connaissez sûrement pour Ringu et Ring 2, la suite de Ringu. Donc voilà, moi je me suis dit, là on arrive un peu en automne, c'est la rentrée, l'immobilier est catastrophique à Paris, on a des petits apparts pourris, pleins d'humidité, des dégâts des eaux, des champignons, de la moisissure, etc. Donc je vais vous parler de Darkwater. Moi, j'ai pas de champignons personnellement. Mais... Bah écoute, voilà. on est content d'être rentrés. Vraiment, si les gens n'étaient pas déjà en dep, là c'est fait. Les impôts qui arrivent bientôt. La pluie. Voilà, c'est super. Et donc Darkwater, c'est un film de Hideo Nakata qui est tiré d'une nouvelle de Koji Suzuki, d'un recueil de nouvelles même, je crois, avec Hitomi Kuroki et Ryo Kano pour les deux actrices principales. Darkwater, c'est un film qui s'ouvre sur un souvenir noyé sous une pluie battante, et dès le début, on sait que l'eau ne nous quittera plus, et qu'elle va s'immiscer au cours du film dans les moindres recoins du quotidien d'une mère et de sa fille. On y suit la vie de Yoshimi et de sa petite fille Ikuko, vie qui se trouve dans une période de trouble, un divorce, une situation précaire et un passé ponctué de traumatisme pour Yoshimi, en tout cas. Et celle-ci emménage dans un nouvel appartement, mais le soulagement qui est censé représenter ce nouveau départ n'arrive jamais vraiment, car les problèmes se poursuivent pour Yoshimi dans sa vie personnelle, et des événements étranges assombrissent encore plus le quotidien déjà fragile de la famille. Une malédiction liquide hante Ikuko et Yoshimi et s'infiltre dans l'appartement. Mais un nom de bar, malédiction liquide. Bah... voilà. Avec un syndic complètement inefficace. Voilà. Ça, c'est clair. Et on découvre au fil du film un lien entre le destin d'une petite fille disparue quelques années plus tôt et Ikuko, la petite fille de Yoshimi. J'en dirai pas vraiment plus parce que je pense que c'est bien de laisser l'enquête se faire aussi dans le film, mais on en parlera sûrement après en plus. Vous inquiétez pas. Les spoilers arrivent, voilà. Oui, je l'ai pas dit en début, mais regardez les films peut-être avant d'écouter l'épisode parce qu'on salit tout. Hein. Ouais. Bah là, c'est à partir de ce moment-là, regardez le film et après notez le timecode et revenez dans l'épisode. Enfin, si vous voulez, si vous n'avez pas envie, tant pis. Hein. Après, ça gâche jamais vraiment un film. Ça gâche jamais vraiment un film, c'est vrai. Bon. Et revenons à Darkwater, qui est à la fois un film de fantôme, avec un immeuble hanté par un événement tragique et une âme en peine qui cherche l'apaisement, mais c'est aussi un conte fantastique où la surface entre deux mondes devient de plus en plus poreuse, qui finit par en fait laisser le monde des spectres couler sur celui des vivants. Et on peut aussi y voir un drame social que je trouve très touchant. L'histoire d'une mère qui donne tout pour sa fille, seule, face à un ancien mari manipulateur qui souhaite récupérer la garde d'Ikuko sans jamais avoir eu de considération pour celle-ci avant. Et Yoshimi se bat tout le long du film toute seule pour sa santé mentale, mise à rude épreuve par son passé. Un travail genre affreux, un mari de merde et une enfance solo, visiblement. Et la place de l'eau dans le film, comme j'en parlais vite fait dans l'intro, elle est omniprésente. Donc, du début à la fin, le film s'ouvre sur des scènes de pluie torrentielle. Et on trouvera cette pluie, ou en tout cas une autre forme d'eau. Il y a plein de formes d'eau en fait, vous savez. Je ne sais pas si vous savez. Gazeuse, liquide, solide, je crois. Ouais. Glaçon. Ouais, bah là il n'y a que liquide, et c'est du début à la fin du film. La pluie. Là, il n'y a que liquide. Donc, il n'y a pas plusieurs formes d'eau, quoi. Bah, dans le film, non. Il n'y a qu'une forme d'eau. Je suis désolé. Hein. Si vous espériez de la vapeur d'eau, de la glace, bah, c'est mort. Désolé. Personne t'a demandé ça, il me semble. En tout cas, les manifestations en ce moment, c'est pas pour ça, Léo. C'est autre chose. Putain, dommage. Vous pourriez aller voir Dark Vapor ou Dark Ice. Non, je sais pas. En tout cas, la pluie lessive les personnages
dès les premières scènes, et on leur indique leur chemin en leur faisant suivre le cours d'une rivière, par exemple. Un seau d'eau est renversé plus tard dans l'ascenseur. Une canalisation se met à fuir dans l'appartement, et au fur et à mesure, l'eau se répand tout autour d'Ikuko. Cette eau, c'est évidemment la manifestation, et attention les spoilers arrivent, d'un fantôme, celui d'une petite fille disparue quelques années auparavant, dont on apprend l'existence par divers indices laissés aux spectateurs, et par des souvenirs toujours noyés sous des trompes d'eau. L'eau dans Darkwater, c'est aussi l'état mental de Yoshimi et de sa petite fille qui se dégrade au fur et à mesure. Yoshimi a déjà eu des phases dépressives assez sévères, et en tout cas, moi je trouve que l'étendue de cette tache d'eau qui se répand dans l'appartement, ça représente aussi la maladie qui se réempare d'elle et son état mental qui se dégrade au fur et à mesure. L'eau s'infiltre, se répand pour aboutir assez littéralement à un ascenseur émotionnel dans la dernière partie du film que je trouve incroyable et qui fait chialer à chaque fois globalement, je trouve. Sur la partie un peu technique, je trouve que c'est très fluide. Il y a beaucoup de plans fixes, de mouvements de caméra lents, mais comme on pouvait retrouver dans Ringu, qui laisse beaucoup le temps au personnage de se développer et à l'angoisse de monter aussi. Il y a une réelle et une photo assez soignée et bien pensée pour montrer exactement ce qu'il faut montrer au moment choisi. Et voilà, en fait, tout ça, ça crée un attachement émotionnel super fort au personnage, mais je trouve qu'on ne réalise pas vraiment l'empathie qu'on met dans le film jusqu'à ce climax final qui est genre somptueux. Et je finirai là-dessus, on se retrouve à pleurer des cordes. Voilà. Oh. Ouais. Mic drop. Pleurer des larmes de crocodile. Oui, larmes de crocodile, effectivement. Voilà, c'est un très joli film, j'ai trouvé. Je sais pas si vous l'avez aimé, mais... ou si vous l'aviez déjà vu, déjà peut-être. On va détester. C'est dur de pas l'aimer quand même. Non, mais moi j'adore les films d'Hideo Nakata, puis alors plus particulièrement dans cette période-là, parce que t'as l'impression qu'il y a, alors que ça doit être gavé de montage mais t'as l'impression qu'il y en a presque pas, quoi. Tu vois que c'est vraiment la force des plans fixes, quoi. Ouais. Et le temps de laisser au spectateur de s'imprégner d'une scène, de s'imprégner d'une image. Essayer d'y voir quelque chose dans le fond qui n'existe pas, on ne sait pas trop. Et en fait, je sais pas, c'est des films devant lesquels tu travailles beaucoup et qui te mâchent pas en fait le boulot et qui te mâchent pas la représentation que tu t'en fais. En fait, c'est toi qui fait un peu ton film. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, ça laisse beaucoup de place aux spectateurs. Et du coup, je trouve que dans le film d'horreur et le film de fantôme, ça marche hyper bien parce que, d'un point de vue hyper pragmatique, en tant que spectateur, moi, à chaque fois que je regarde Darkwater ou un Ringu, j'essaye de voir des trucs dans les images et je passe une grande partie du film à essayer de trouver des choses qui n'existent pas forcément, des mouvements qu'il n'y a pas. Je passe mon temps à me demander d'où ça va venir et ça vient pas très très souvent, et quand ça vient, ça marche très très bien en général. Il n'y a pas de jump scare ou de gros trucs pas très subtils, mais les scènes de terreur fonctionnent très très bien. Et voilà. Et effectivement, il y a tu le disais très très bien, cet attachement émotionnel et dont on se rend pas très très compte finalement au cours du film, et à la fin, quand le climax arrive, on chiale. Ouais, et ça, mais ça, c'est dingue parce que, je l'aurais pas mieux dit que ce que tu as dit. On s'en rend pas compte, en fait, je trouve. Non, j'ai l'impression que de ce que vous en dites, c'est arrivé à. C'est un truc qui a été sciemment provoqué et qui est fait pour arriver au bon moment, et ça fait mouche sur quasiment tout le monde, quoi. C'est très fort, je trouve. Ouais. Non, et oui, c'est vrai que c'est un film vraiment incroyable. Je pense que le fait aussi que ce soit vraiment concentré sur le personnage de Yoshimi et d'Ikuko, c'est très fort là-dessus, parce qu'en fait, on s'accroche vraiment à elle pendant tout le film, d'essayer même de comprendre ce qui se passe. Les autres personnages ne sont que des espèces de spectres ou alors d'antagonistes. Je mets à côté l'avocat sexy qui remet un peu d'ordre dans cette vie. Mais ouais, non, c'est un film très beau, d'un point de vue psychanalytique. Ah, ça vous avait marqué. Ah, le retour. Il y a beaucoup de choses dans ce film, parce que le fait que, la question de la garde de l'enfant, c'est aussi qu'est-ce qu'on garde de l'enfant, qu'est-ce qu'on garde nous-mêmes de notre propre enfant
intérieur. Ah oui. Et le mélange entre l'enfance de Yoshimi, l'enfance d'Ikuko qui est présente et l'enfance de ce fantôme, c'est très très beau. Moi, je trouve tout ce mélange-là. Et c'est pour ça que les larmes qui viennent, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était pas du tout des larmes de tristesse. C'est des larmes d'émotion, en fait. Personnellement, j'ai pas trouvé que c'était violent. J'ai trouvé que c'était très très beau comme histoire l'idée d'un fantôme qui en fait est juste un être qui a eu à qui on a tranché tu vois, sa ligne de vie. Bon, je commence à devenir très mystique cette rentrée, mais tu vois, et qui est à la recherche en fait de la continuité et tout ça. Je trouve ça très très chouette et effectivement la réalisation incroyable parce que il y a ces plans fixes, mais moi le plan que j'ai trouvé le plus fou, c'est d'un seul coup il y a un truc de rupture quand elle va quand il y a vraiment l'illustration de cette malédiction et qu'elle rentre dans l'appartement inondé là où vraiment il pleut des cordes et tout, et où là la caméra est au point, et c'est d'un seul coup je trouve une rupture même émotionnelle très très forte. J'ai trouvé ça très très beau. Merci beaucoup pour ce choix. Ouais, le choix de la sécurité. Ouais. Mais c'était il le fallait. Ça faisait du bien au milieu des crocodiles et des et des tentacules non, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Après, pour pas dire comme tout le monde, je suis d'accord globalement avec ce qui a été dit, je le précise. Mais peut-être au niveau du scénario et de l'histoire de la petite fille fantôme, il y a quelques incohérences. Peut-être que son histoire à elle... Effectivement, l'histoire de Yoshimi et de Ikuko est très bien écrite, très bien développée, très bien exploitée. Voilà. Par contre, dans cette histoire de fantôme, moi, j'étais un peu sur ma faim, sur le... déjà, où est partie sa famille, pourquoi on la recherche plus, parce qu'elle n'a pas disparu il y a très longtemps, et puis pourquoi elle est allée se noyer dans ce réservoir d'eau, et qu'est-ce qu'elle veut. Mais là, je vous spoil complètement le film, mais l'intention de cette petite fille, Camille, tu disais, peut-être sa ligne de vie a été coupée, en l'occurrence beaucoup trop tôt, puisque c'était une enfant, mais ce lien avec Yoshimi qu'elle essaye d'avoir, je trouvais ça pas hyper clair, comme de l'eau de roche. Mais c'est parce qu'elle veut retrouver sa maman, quoi. Oui, mais pourquoi sa maman elle est plus là à elle, parce qu'on voit que la famille s'est barrée de l'appartement. Ils ont déménagé après la disparition de cet enfant. Mais je me demande si c'est pas parce que aussi comment dire, moi ce que j'ai compris c'est que c'était la fille de sa mère. Alors ça va nous amener très loin, mais en gros que sa maman était aussi une mère célibataire, tu vois, qu'il n'y avait pas le papa. J'ai cru comprendre ça, moi. Qu'on était encore dans une... c'est des destins croisés de ouf. Et qu'en fait, il y a une espèce de ressemblance absolue entre les deux schémas. Dès la première fois où elles vont visiter cet appartement, tu sais, il y a la main de Yoshimi qui est prise par ce fantôme, quoi. Je pense qu'il y a ça. Et je me demande si c'est pas en sous-texte vraiment une critique aussi de... la violence patriarcale du Japon, quoi, vis-à-vis de ces femmes seules. Sans doute, mais qui du coup s'en détache pas vraiment au moment où tu parlais de l'avocat sexy. Mais ces scènes-là où il vient remettre un peu d'ordre, où il dit non, moi je vais taper du poing sur la table et puis je vais appeler le syndic. Il y a un truc un peu étrange. C'est ce qu'il fallait faire. Alors après, je trouve que c'est nuancé très vite dans le film parce qu'il ne revient pas, ce personnage, du tout, et elle l'appelle et il ne répond pas. C'est elle qui résout la situation, et c'est là où je trouve que ça se ressemble pas mal dans le dénouement de l'histoire avec Ringu. C'est que pour arriver à une résolution de cette situation, il faut lever le voile sur ce qui s'est vraiment passé et accepter en fait tout simplement l'âme en peine, et c'est le choix qu'elle décide de faire à la fin. Et c'est pas triste comme choix, c'est tragique, mais c'est pas leur moyen pour sauver sa fille aussi. Mais il y a un truc peut-être qui
qui m'a manqué dans ce film de J-horror, de l'histoire de ce fantôme, en fait. Parce que moi, c'est ce que j'aime bien dans les histoires de fantômes japonais, tu vois. Enfin, il y a vraiment un truc de combien il a souffert, pourquoi, et bon, après, parce que je suis une sadique, vraisemblablement. mais voilà, mais peut-être que juste la simplicité de l'histoire suffisait à elle-même, et je trouve que le film est très très beau, et en vrai, j'ai pas vraiment de critique. Mais c'est voilà, vrai que c'est un peu indiciel. Voilà, il y a... On se dit, parce qu'on voit ces affiches de cet enfant qui a disparu, on se dit qu'il y a eu un truc vraiment, vraiment trash. Et finalement, c'est juste une enfant qui s'est noyée. C'est horrible de dire ça. Mais sur l'échelle de là, ouais, ça va. Non, mais elle se noie sur le toit dans un réservoir d'eau. Il faut quand même grimper une échelle de 7 mètres de haut. Tu vois, oui, il faut avoir la clé pour rentrer sur les parce qu'elle fait tomber son putain de sac en caoutchouc. Tu vois, c'est un peu. Mais après, tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui est assez puissant sur le non-dit de certains problèmes. Et du coup, je pense que c'est vachement lié à ça sur une certaine condition. Et en fait, le fait que les histoires s'entremêlent, je pense que l'histoire, c'est quasiment celle de Yoshimi, tu vois, par exemple. Oui. Mais après, je pense aussi que c'est surtout le plus tragique dans l'histoire de cet enfant qui est morte, c'est qu'en fait, on a très vite arrêté de la chercher. Oui, voilà, c'est ça. Et que tout le monde s'est barré. Et que même à l'école, le principal de l'école raconte ça en mode... Alors que c'était il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans. Oui, c'est ça, c'est quelques années avant. C'est quelques années. 99. Et en fait, voilà, c'est un fait divers. Voilà, c'est genre on est passé à autre chose. Et alors qu'elle était juste là, elle était au-dessus de leur tête pendant tout ce temps. Mais... C'est ça, ouais. Et plutôt que de creuser une vérité qui dérange, en fait, tout le monde a préféré l'enfouir et condamner cet appartement. Et le seul truc qui subsiste d'elle, c'est des posters délavés dans la ville. Et le fantôme, du coup, qui cherche désespérément la vie. Et des mèches de cheveux qui débarquent dans les verres d'eau. Ah ouais. Ça, c'est un grand classique. Quelle horreur. Mais ça, c'était dans les premiers films à faire des trucs comme ça. Ah ouais. C'était vraiment la mèche de cheveux noirs. Ouais. Mais ouais, non, c'était chouette. Et je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Interesting. Oui, non, je me demandais pourquoi dans l'immeuble, mais ça participe au côté un peu fantastique du film, pourquoi il n'y a pas d'autres locataires, en fait. Ouais. Il n'y a que des vieux. Oui, il y a 2 mamies. Enfin, oui, mais le gardien hyper vieux, mais qui est trop vieux. Ouais, mais j'ai l'impression que sinon les appartements sont tous vides. Mais ça sauf c'est par rapport au vieillissement du Japon. C'est possible. Peut-être. Et en tout cas, il y a ces 2 mamies et il y a aussi la scène. Bon là, les spoilers, ça y est, c'est fini. Hein, voilà. Il y a la scène de fin qui ressemble au déluge de Shining aussi. Et il y a les 2 mamies, c'est les jumelles dans Shining aussi sur le banc. Je pense qu'il y a quelques petites refs éparses comme ça. D'accord. Après, je sais pas. Hein, je dis ça. J'en sais rien. De toute façon, c'est entre tradition et modernité. Le Japon. Exactement. C'est voilà. J'ai pitié. Un pays de contraste. Quel enfer. C'était peut-être... c'est pas ça qu'on a eu au bac, le Japon ? Non, je sais plus. Ça me dit quelque chose entre tradition et tu veux modernité. Dire en 1936 Oui, au concours général. C'est ça. J'ai choisi une date vraiment pas du tout polémique. Je plaisante. Bon. Pas tant. C'est fini là Oui, un fantôme qui fait pas très peur. Les dégâts des eaux. Très beau film. Non, mais si, c'est super. Oui, c'est beau. J'ai préféré ça à Ringo. Puis moi, ça me donne des phobies administratives en plus, parce que tu penses au truc de l'assurance et tout. À chaque fois. Mais déjà, c'est horrible quoi. Elle visite cet appart et ce connard d'agent immobilier qui ne lui montre pas qu'il y a une tache au plafond qui fait exprès de l'attirer dans la cuisine pour lui parler d'autre chose. Ah ouais. Non mais ça c'est vice caché, on est d'accord. C'est vice caché complet. C'est vice caché, ouais. C'est caisse des dépôts, ton loyer, jusqu'à ce que ce soit résolu normalement. Voilà. Et puis je suis désolée, mais ils refoutent une toile par-dessus, là, comme si le truc séchait en 2-2. Il faut peut-être aller voir au-dessus. Bah oui. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Aucune, Moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Ah. Je peux te dire. Et puis même après, avant de refaire les travaux, tu es obligé d'attendre que ça sèche et tout. Bien sûr. Après la résolution tu de la leur as cause. envoyé le lien du film. C'est des mois et des mois. Donc, voilà. Non, et puis ils utilisent à aucun moment cet outil qui permet de mesurer l'humidité dans les murs. Tu vois, moi j'étais hyper déçue. Ah oui. Parce que c'est hyper pratique. C'est un truc que tu plantes comme ça. Ouais. Et bon là, c'est pas utilisé. Non, dommage. Alors, je suis sûr que ça existait déjà. 2002. Alors il y a Walter Salles qui a fait un remake. Je sais pas s'il y a tous ces aspects du film qui sont traités dedans. Avec des
des vrais le plombiers remake et tout, est- quoi, parce que Ouais, franchement. ouais. Mais on peut faire un remake où justement on fait intervenir les différents corps de métier. Le plombier qui vient, dont on voit l'arrêt du cul, ça fait un jumpscare, enfin tu vois tout ça quoi. Avec une touffe de cheveux noirs. Bon, bref. Ouais. Toutes les formes d'eau pour Léo. Oui, ouais, de la glace et de la vapeur d'eau aussi. De la glace pilée. Ça va être un beau film. C'est super. Bon, et ben voilà, donnez-nous de l'argent, du coup on fera ce film. Très simple à faire. Ça s'appellera Les toilettes noires, un truc comme ça. Ouais, Ouais. les toilettes, les water sombres. Les water Les sombres. water sombres, Allez, c'est bien ça. c'est Ouais. parti. Quel enfer. Du coup, on va finir en beauté et on va finir avec le film que Lola a choisi, je crois. Enfin, Quelle beauté. Brice, tu mets le. Hey, il est yo. bien elle est bien cette J'avais pas virgule là. entendu. Ah ouais. Ouais, moi je l'avais pas entendu au casque encore, c'est bien. C'est bien. Bon, Lola, c'est quoi? Oui, alors moi j'ai choisi The Deep House. At the bottom of this part of the lake, there's a perfectly preserved house. Let's go. There she is. Everything stayed exactly how it was. It's pitch black. I can't see a thing. What is that? Oh, Ouais. Ah, ça Wow. fait Ouais. peur. peur. Ouais. Un peu peur. C'est un peu Voilà. peur. Ça, c'est un vrai film d'horreur. Ouais. Ça c'est ouais. On travaillera sur les définitions. Plus tard. The Deep House. La maison profonde. Où il n'y a pas de. Je le dis parce que les réalisateurs l'ont dit, hein, mais en vrai, il n'y a pas de titre québécois. Mais ça aurait été ça sinon. Ok. Je dis les réalisateurs parce que c'est un film d'Alexandre Bustillo et de Julien Maury, donc qui sont français. Cocorico. Voilà. Il l'a fait sans ciller. Hein. C'est-à-dire que Ah ouais. Il y a de l'engouement là. Hein. j'aurais demandé un café, ça aurait été la même tête. Oui, merci Thomas, du coup. Le film est sorti en 2021, donc avec peu d'acteurs. Camille Rowe, qui est franco-américaine, qui joue Tina. James Jagger, qui joue Ben, qui est un des 63 enfants du bon vieux Mick, si vous ne l'aviez pas. C'est pas vrai. Oui. Non. Eh Ah. oui, et tout à fait. Oh waouh. Le numéro combien 57. Je sais pas, j'aurais dit 43. Moi, Son mais- petit dernier, hein, à mon avis. Ah non, le petit Non. dernier, il avait 73 ans, donc c'est vrai en plus. Ah, Mick avait 73 ans. Oui, ok. non, non, Ah ouais. c'est bizarre. Non, c'est un peu étrange. L'étrange histoire de Benjamin Button. Ouais. Très bien. Voilà, et le troisième acteur, Éric Savin, qui joue le bon vieux Pierre. Oui. Alors Pierrot, ouais. Parlons-en de ce personnage. Ouais. Ah ouais. Donc ça parle de quoi Ça parle d'un couple de youtubeurs en urbex. Rien de très original en 2024, vous me direz. Sauf que là, c'était en 2021. C'était déjà plus très original. Donc Tina et Ben qui ont un penchant pour les lieux abandonnés. S'ils sont hantés, c'est mieux. Voilà. Et là, ils se font un petit voyage dans le sud de la France et ils décident d'aller faire de la plongée dans un lac où il y aurait encore une maison intacte. C'est bizarre ça d'ailleurs. Ouais. C'est étrange. Mm. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une chronique plus technique.
Parce que c'est clairement ce qui est impressionnant dans The Deep House. Donc, le scénario et les personnages, j'en dirais 2 mots, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Et puis, je voulais que vous compreniez un peu mieux les enjeux techniques d'un tel projet, surtout. Projet donc porté par un duo de réalisateurs dont on n'avait pas encore vraiment parlé, donc Bustillo et Maury. Alors qu'on les aime bien. Alors que c'est quand même... dans le cinéma de genre français, ils ont une place assez importante. Ils sont connus pour leur premier film, notamment À l'intérieur, avec Béatrice Dalle, qui en fait joue dans le 2 et le 3. Elle joue au moins dans les 3 premiers films, qui est sorti en 2007 À l'intérieur, et ils vont ensuite sortir Livide, qui sera une première expérience de maison hantée. Pas mal, ouais. Qui est pas mal, et je citerai aussi Aux yeux des vivants en 2014, qui moi c'est les 3 seuls que j'ai vus. C'est avec Jessica Biel celui-là ou pas? Non, c'est The Secret. Ouais. Non, il y a encore Béatrice Dalle justement dans celui-là qui a un tout petit rôle. Et c'est vachement bien. Et alors, tu vas peut-être le dire, mais en même temps qu'ils ont tourné Deep House, je crois, tournait ou alors était sur l'étalot d'un autre film en même temps qui était Kandisha, qui est pour le coup pas mal. Il terminait, je crois. Les 2 films se sont faits quasiment simultanément. Ils se sont fait un petit dos à dos. Et donc, c'est un duo de réalisateurs qui est connu pour la violence graphique de leurs films. En tout cas, moi, les 3 que je vous ai cités sont très visuels. À l'intérieur, c'est bourrin. Il y a beaucoup d'hémoglobine. Voilà. Ils en ont fait 7 en tout. J'ai pas vu les derniers à part celui-ci, donc The Deep House, qui est beaucoup moins gore que les autres, mais qui mérite tout de même qu'on en parle dans ce podcast, je pense. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que, premièrement, c'est un film popcorn sans prétention pure et dure. Et voilà, donc là j'avais dit que j'allais vite fait parler du scénario, donc c'est pas particulièrement bien écrit, les personnages sont vraiment pas fous, mais il y a un rendu final dans la technique et dans l'esthétisme du film qui est top, je trouve. Je m'explique. Parce que donc c'est un film qui se déroule pour le thème à 90% sous l'eau. C'est tourné en 38 jours et ça a coûté un peu moins de 5 millions d'euros. Donc il faut savoir que c'est le budget moyen d'un film français en 2022 d'après le CNC. Mes sources sont fiables pour une fois. C'est beaucoup moins cher que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple. Et ou Les Tuches. C'est pas le même cast. C'est pas le même cast. Mais donc c'est pas non plus le même budget que Crawl. T'es en train d'imaginer Christian Clavier en train de non, arrête. Sous l'eau, qui te poursuit comme ça. Avec les 2 doigts comme ça. Ok. Pardon. Cette image, tu peux t'excuser, je pense, Thomas. T'as fait peur à tout le monde là. C'est toujours pendant mes films que Thomas se lâche sur Christian Clavier. Je sais pas pourquoi, c'est une malédiction. La malédiction Christian Clavier. C'est vraiment, c'est pire que dans Darkwater. Hein. C'est vraiment atroce. Je suis hantée par Christian Clavier. Il y a un truc, c'est pas sympa. Quoi. Pardon. Vas-y Lola, reprends la technique. Oui, la technique. Oui, parce qu'il faut savoir que les scènes sur ou sous l'eau dans le cinéma, c'est un des trucs normalement interdits, comme tourner avec des enfants et tout. Ça fait partie des challenges, ça fait partie des trucs les plus compliqués au cinéma, qu'en général, on essaie d'éviter. Maintenant, quand c'est fait, quand ça doit être fait, il y a 2 techniques. Donc, soit tout en effets spéciaux, technique qui s'appelle le dry for wet. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette technique, qui est utilisée dans Godzilla, Shape of Water, Aquaman, certaines scènes du Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, c'est des scènes où en gros les acteurs sont avec des jeux de lumière, des ventilos, des trucs, des machins. Ils sont comme s'ils étaient filmés dans l'eau, mais sauf qu'ils sont au sec. Et après, tu as de la post-prod qui va venir ramener des trucs. Et des effets de bulles d'eau qui... Dans Aquaman, c'est magnifique. Mais parfois, c'est très bien fait. Voilà. Et donc, soit on tourne en conditions réelles, ce qui est le cas dans The Deep House, ce qui est le cas dans Crawl aussi. Et donc, justement, petit lien avec Alexandre Aja. Avant de se lancer, Bustillo et Maury connaissent quand même un peu leurs contemporains, dont Alexandre Aja, et ils sont allés le voir alors que lui sortait du tournage de Crawl et pour lui demander un peu, pour évaluer la difficulté à faire le film, en mode gros, toi comment t'as fait avec tes crocos, ton village inondé, tout ça. Sauf que bon, il avait un budget beaucoup plus conséquent. Oui.
Ouais, trois fois le budget. Quoi. Voilà, et il les a un peu découragés, je vais pas vous mentir, à cause justement du budget et à cause de l'eau en fait. Mais ils ont quand même décidé de le faire et ils ont eu raison parce que franchement le rendu est vraiment bien. Donc on a toute la partie descente sous l'eau qui est tournée en vrai lac, donc il y a des vrais poissons, l'escalier, la scène de l'escalier qui est très très belle, c'est un vrai escalier. C'est voilà, parce que en France quand même il faut le préciser, je dis en France mais dans le monde il y en a aussi, mais en France en tout cas on a vraiment des lieux comme ça qui ont été submergés au moment de la construction de barrages. Le plus connu c'est Serponçon, enfin le lac de Serponçon, voilà, qui a englouti 2 villages, et donc en général on détruisait ces villages avant, mais parfois il reste encore certains vestiges sous l'eau comme cet escalier qu'ils ont pu filmer. Ils l'ont pas construit sous l'eau sciemment. Non, et ça aurait été très très cher, donc ils étaient très contents de le trouver comme ça. Et ensuite, une fois dans la maison, c'est tourné dans un bassin de tournage, comme pour Crawl, un bassin de 9 mètres de profondeur en Belgique. Donc, c'est les studios de Leeds qui sont spécialisés dans les tournages aquatiques. Donc, je vous invite à y aller si vous avez des projets comme ça. Et en fait, ils ont immergé étage par étage la maison. Et franchement, je vous invite à regarder les making-of de Deep House. C'est incroyable. Enfin, vraiment, le boulot des techniciens et des décorateurs, c'est vraiment fascinant. Et parce que les 2 oiseaux, Boustillot et Maurice, sont restés hors de l'eau, eux, avec des retours des câbles. Ah, bah voilà. Ils n'ont pas plongé, évidemment. On se mouille pas, quoi. Non, parce qu'en fait, là, il fallait être scaphandrier pour descendre dans le bassin, donc ils ne l'ont pas fait. Voilà, et autre chose très intéressante et qui rend très bien, c'est que normalement, dans les bassins de tournage, c'est de l'eau filtrée, quasiment de piscine, et donc c'est vraiment de l'eau très très transparente. Et là, malgré ça, il y a un rendu hyper réaliste avec une eau qui est quand même très chargée. Et ils ont projeté, alors ça m'a fait rire quand j'ai appris ça, donc ils ont projeté un mélange de terreau, on se dit bon ok pourquoi pas, et de choux de Bruxelles, alors qu'ils étaient en Belgique. Oh. Ah. Donc très, très finement haché, il le bombardait avec des espèces d'assistants d'écho. Oui, c'est ça. T'as fait quoi cet été ? J'ai bossé sur du chou de Bruxelles. Là. Plus fin, Kevin. T'étais en cuisine ? Non, j'étais sur un tournage. Ok, sous l'eau, très bien. Mais parce qu'ils se sont rendus compte que c'était le légume qui flottait le mieux, qui faisait le plus bel effet dans Mais le cinéma, vraiment. C'est fou, on saura que c'est le légume qui flotte le mieux maintenant. Voilà. À défaut d'être le meilleur des légumes. Qui bouge le mieux face à la caméra. Et voilà, et donc il y avait aussi un mélange avec il y avait des trucs qui balançaient du lait pour opacifier l'eau. Ça me dégoûte. Ça pue après. Voilà, et qui permet par contre d'obtenir des effets lumineux avec les lampes torches et tout. Des trucs vraiment très jolis parce qu'il n'y a pas de machine à fumer dans l'eau, quoi. Et non. Eh ben non. Bah oui. Et non, ça ne fonctionne pas. Et voilà, il y avait quoi ? Il y avait une petite anecdote sur le film aussi que je voulais vous raconter, parce qu'on leur a reproché que le film soit pas gore comme à leur habitude, et en fait ils avaient tourné une scène vraiment dégueulasse avec des membres qui flottaient à la surface du lac. Donc là il y a eu plein de chefs qui faisaient des prothèses et des trucs de faux membres, donc il y avait des bras coupés, des têtes coupées, enfin bref. Et ils ont mis ça sur le lac, ils ont tourné une séquence là-dessus avec tous les membres dégueux. Et en fait, je sais pas. Alors, on ne sait pas pourquoi ils l'ont coupé au montage, mais en tout cas, le soir, ils ont tout remballé, ils ont tout ramassé leurs faux membres, tout ça. Et en fait, les chefs déco, ils se sont rendus compte qu'il manquait une jambe ou un bras, et ils se sont dit putain, mais il est où ce truc ? Et ils l'ont cherché pendant des heures, sauf que la nuit tombait, tout ça. Ils l'ont jamais retrouvé. Ils ont dû remballer et rentrer chez eux. Et 2 jours après, un enfant qui faisait du paddle sur le lac, l'a trouvé. Et donc il y a toute la police du comté qui est arrivée sur les lieux en mode... Et puis ils n'ont pas le droit de toucher vu que c'est un membre. Donc... En fait c'est la police scientifique qui a dû venir, qui a vu que c'était un vieux truc en latex. Ils ont dit putain mais vous foutez de notre gueule. Et donc je crois qu'ils ont pris extrêmement cher et que l'enfant a été traumatisé. Je pense. Je sais pas, ils en parlent pas trop, mais je crois que l'enfant ne l'a pas bien vécu. Ça a peut-être créé une vocation. Alors que si ça avait été juste des choux de Bruxelles. Ouais, c'est ça. Ce serait dit et puis, miam miam. Et puis tout ça pour pas nous montrer cette scène en fait. Donc moi j'étais très déçue.
Mais voilà, du coup, le résultat, c'est quand même un found footage. J'avais pas utilisé ce mot et on n'avait pas parlé de found footage depuis un moment. Du coup, là, j'étais contente. Voilà, donc sous-marin, qui aurait pu être difficilement lisible avec le côté caméra embarquée sous l'eau. Ça aurait pu donner un truc où on voit rien et on comprend rien. Mais il y a eu la très bonne idée de ce drone qui les suit tout le temps aussi et qui permet aux spectateurs vraiment de se repérer dans l'espace de cette maison. Et moi, je trouve, couplé avec un rythme qui est très bien, où on prend bien le temps de découvrir les lieux, vraiment comme en urbex. En fait, moi, je regarde des vidéos d'urbex et c'est vraiment un truc que j'aime bien. Genre, on prend le temps de rentrer dans une pièce. Et là, c'est vraiment ça. Et en fait, même sans, je trouve, les jumpscares et les fantômes qui sont dans le film, on a envie qu'ils aillent dans la pièce d'après. On a envie de voir quel meuble il va y avoir, quel décor il va y avoir. Et ça crée... Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment été happée par cette espèce de pulsion de contemplation pendant tout le film, sans pour autant attendre des choses qui faisaient très peur. Et des choses qui font très peur, il y en a quelques-unes, mais c'est pas terrifiant. C'est pas non plus... Voilà. Mais en tout cas, ce rendu d'exploration est vraiment, vraiment réussi. Et tout ça en effet réel. Et avec les acteurs qui sont... alors, ils ont parfois des doublures, mais ils étaient quand même très souvent eux-mêmes sous l'eau. Voilà. Donc, je salue cette prouesse technique. Non, mais c'est clair. Hein. C'est assez ouf. Après, moi, je l'ai vu au ciné. Donc, au ciné, il y avait un truc un peu plus... c'était peut-être encore plus impressionnant, la prouesse. Je trouve quand même que, malheureusement... mais tu vois, c'est un peu intrinsèque au process, quoi, mais il y a des trucs qui sont pas complètement lisibles, notamment des effets de poursuite et de peur et de quand ça devient un peu, tu sens qu'ils ont dû galérer comme des malades pour essayer de couper d'avoir les bonnes prises, les bons shots. En termes de montage, ça a dû être hyper compliqué pour faire les scènes de poursuite, les scènes un peu cafouillage, quoi, où l'action s'emballe un peu. Mais du coup, le rendu est assez étrange. Et en fait, moi, le truc que je reproche au film, sans lui reprocher vraiment, encore une fois, c'est lié à la nature du film. C'est, en fait, j'ai l'impression que le film, c'est exactement livide. C'est quasiment livide sous l'eau. Et donc, par là, je veux dire que j'ai pas l'impression qu'ils aient réellement adapté le film de maison hantée sous l'eau. Ils ont transposé le film de maison hantée sous l'eau. Ils ont pris une maison, ils l'ont foutu sous l'eau, ils ont fait un film dedans. Donc c'est un film de maison hantée sous l'eau, littéralement. Mais du coup, l'élément eau est peu pris en compte dans les décors qu'on explore. Et d'ailleurs, on imagine que le mobilier est pas pourri et tout ça, parce qu'en fait, comme ils venaient de le mettre dans l'eau, ça avait pas eu le temps de vieillir et de se patiner, et ils le justifient en disant c'est bizarre, c'est maintenu en état, c'est probablement parce qu'il y a une espèce de force occulte qui maintient la maison en état. Donc tout ça est justifié et ça pose pas de problème, mais du coup ça me donne pas réellement je ressens pas l'angoisse d'être sous l'eau dans ce film, d'une certaine manière. C'est ça parce que encore une fois, il y a trop littéralement ce truc on a immergé une maison dans l'eau et on a fait le même film qu'on aurait pu faire sur Terre sous l'eau. Quand même, dans leur déplacement et tout, c'est plus lent, tu vois. Il y a quelque chose dans la poursuite. Ouais. Il y a une scène, entre guillemets, de course-poursuite, et moi, je trouve qu'elle est vraiment horrible, parce que tout est ralenti, en fait. Eux, ils sont là avec leur pauvre palme en mode au secours, et t'as des bébêtes. Non, mais tu vois, rapport même à l'écologie, à l'écosystème sous-marin et tout ça, tout ça est pas dans le film, quoi, parce que en fait c'est le process voulait que tu vois, c'était pas possible de le faire, je pense. Et voilà, donc c'est un peu, je reste un peu sur ma faim de ce point de vue-là, mais par contre la prouesse technique du film est incroyable. Enfin, il y a pas. Oui, c'était ça que je voulais défendre surtout. Il y a pas, je suis d'accord avec. Il y a pas tortillé, comme on dit. Jamais. La tortille est sous l'eau. Ah oui, alors tu vois, moi je suis vraiment complètement dumb parce que moi j'ai cru qu'il y avait une grande partie du film où c'était de la 3D. Ah ouais. C'est là où je me rends compte que je suis vraiment pas une fille de l'eau, quoi. Parce que en fait, quand ils rentrent dans la maison, je trouve qu'il y a un côté jeu vidéo. Oui. Et vu que les personnages donc sont complètement en tenue, machin, avec le masque, enfin, on voit à peine leurs sourcils et leurs yeux, quoi.
Je sais pas pourquoi. Moi, je voyais ça sur un écran d'ordi pas très bien. Donc, je me suis dit, mais c'est marrant, j'ai l'impression d'être devant un let's play de Squeezie. Ouais. Toujours des références. Mais moi, je comprends de ouf le tu côté vois jeu vidéo. Ouais, je l'ai ressenti. Donc, j'ai cru aussi. limite qu'il y avait du jeu vidéo. Parce qu'en fait, et c'est ça que j'aime bien là, pour le coup dans le film, c'est effectivement l'eau peut-être aurait pu être plus exploitée, mais je trouve qu'il y a quand même un truc génial, c'est que toute cette partie technique que tu as expliqué hyper bien et qui est très intéressante, pour moi, rend un truc très terrifiant. C'est que quand tu es sous l'eau, même tes mains, elles sont pas de la même couleur que quand tu es à l'extérieur. Tu vois, il y a des moments où tu te reconnais pas vraiment, quand tu as les doigts plissés et tout. Et eux, il y a plein de moments où on voit leurs mains, et moi, ça me dégoûte parce qu'elles étaient livides, tu vois, par rapport à tout le reste. Non, mais je vous invite à re-regarder les mains dans le film. Horrible. Genre, c'est assez terrifiant. Donc voilà, là-dessus, je suis contente de savoir que c'était pas du 3D du coup. C'était des vraies mains fripées. Des vraies mains avec la peau de vieillard là, voilà, c'est ça. Donc et c'est vrai que sur la partie technique, c'est incroyable. Le moment où ils arrivent face aux grilles et qui passent au-dessus des grilles et tout, et que tu vois toute cette grille immergée, c'est quand même hyper impressionnant. Mais là, il doit y avoir forcément un peu de rendu 3D parce qu'ils ont vraiment immergé une maison entière. Ouais. Enfin, il y a... Le bassin dans les studios, il fait 21 mètres de long. Ok. Alors de large, je pense, je trouve que c'est un carré, tu vois, j'en sais rien, un cube en l'occurrence. Mais oui, ils ont vraiment... quand tu regardes le making-of, tu vois tout ça. Alors après, c'est très intéressant parce que tu vois étage par étage, il n'y a jamais de plafond par sécurité, si jamais il y a un problème pour qu'ils puissent remonter vite. Mais non, il y a vraiment... Il n'y a pas de... En tout cas, c'est ce qui permet des prises de vue vraiment très belles, très intéressantes. Et tout à la caméra, parce qu'ils ont quasiment pas de plan de caméra extérieur au drone, et Ben a une caméra de point et ils ont chacun une caméra sur leur tenue, une sorte de GoPro, sorte de GoPro. Et en fait il y a quasi pas d'autres caméras que ces 4 là. Ok. Donc ils ont dû en même temps, je me moquais tout à l'heure en disant qu'ils n'étaient pas sous l'eau avec eux, mais en fait ils devaient quand même dire aux acteurs et actrices qui jouaient, mets-toi comme ça, qu'on puisse voir ça bien, n'oublie pas qu'à tel moment tu dois te pencher un peu la tête pour qu'on puisse voir tel élément du décor comme ci, comme ça. Et donc c'est assez ouf, même s'il y a peut-être des problèmes qui rendent pas très bien pour la lisibilité finale du film. Enfin, moi d'ailleurs j'ai pas vu, ça m'a pas gêné, mais moi, c'est les scènes où il y a des bulles là, moi c'est la lumière rouge et les bulles. Il y a une scène où je me suis dit c'est quand même un peu le bordel. Je pensais que c'était un jeu vidéo. Après il faut savoir que sous l'eau, à partir d'un mètre de profondeur, au niveau du spectre lumineux, il y a plein de couleurs qui passent plus. Et en fait, Camille, tu disais, mais ça fait un truc très effrayant de voir qu'il y a plus vraiment de couleurs. Alors je peux te dire que dans Aquaman non mais c'est vrai que c'est très difficile d'éclairer. Là ils étaient à 6 mètres, je crois, ils sont pas allés jusqu'au bout du bassin. Après c'est vrai que c'est bienvenue dans mon monde du coup. Moi, vu que je vois pas bien les couleurs de base, j'ai pas tu vois tes mains comme ça? Non, je vois pas comme ça, mais ça m'a moins choqué ce changement de couleur. Ce truc très désaturé. Ça m'a pas paru aussi flagrant que ça, je pense. Et après, sur l'utilisation de l'eau, il y a quelques idées que j'ai trouvées chouettes. Mais c'est vrai que ça manque presque un peu. Et en même temps, le défi technique est tellement énorme que je pense en fait, le défi, c'était l'eau. C'était c'est ça, l'eau utilisée dans l'histoire. Bon, parce qu'il y a le passage où elle enlève le petit serpent qui est... Ah oui, alors ça, c'est bizarre. On fait pas ça, non? On peut pas faire ça. Si, parce que t'as vraiment... Tu peux enlever ton masque de plongée sous l'eau. Après, tu dépressurises. Je sais pas comment ça. Oui, après, elle refait piche-piche. Et il y a aussi, quand elle a la corde dans la cheminée, qu'elle est pendue à la cheminée, et qu'elle détache la corde, et là t'as le fameux plan où sans l'eau elle tomberait et elle se ferait super mal, et là pouf, c'est tout lent comme ça et elle tombe sur il y a quelques petites idées quand même où tu sens que la flotte a été pensée, mais c'est ça qui m'a... Il y a un truc, tu vois, je prends cet exemple parce que ça m'a un peu choqué pendant le film. À un moment donné, donc le personnage de Ben se retrouve donc séparé de Tina, et donc précisément au moment que tu évoquais, et donc lui se retrouve dans une chambre où il y a le fantôme qui rentre, et il fait quoi? Il se cache sous le lit. Mais ça, tu vois, c'est tellement un truc. Ça rigolo, mais c'est tellement un truc de maison hantée au sec, tu vois, c'est trop bizarre. Enfin, tu vois, il y a. Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'est parce que justement, c'était un peu un second degré sur. Je sais pas, oui, j'imaginais, tu vois, enfin.
y a tellement de trucs à construire en termes de mise en scène et tu vois, de cache-cache dans une maison qui est complètement immergée que j'étais un peu déçu de voir, de voir le classique, je me cache sous le lit. C'est précisément ça. Après, il n'y avait pas de plafond sur le tournage. Moi, ceci étant dit, le seul truc que je trouve un peu... Alors, j'imagine que c'est fait exprès, mais j'ai rarement vu un cast et des personnages aussi détestables. Enfin, vraiment les mecs qui cumulent quoi. Ils sont youtubeurs, urbex, machin. Moi c'est ma tasse, ma cup of tea, on va dire. Et puis ils sont van lifer. Histoire d'en rajouter un petit peu. Ils sont, à mon avis, nomad worker. Donc là, vraiment, n'en jetez plus. La coupe est pleine. Peut-être qu'ils ont une tiny house. C'est ça. Et le truc, c'est que les deux acteurs, pour le coup, je trouve que c'est un peu compliqué. Je les ai trouvés pas très bons tous les deux. Après, c'est difficile parce qu'il y a plein de... Ils sont sous la flotte avec un masque. On les voit pas. On n'entend que leur voix. Et les dialogues, en plus, je pense qu'ils sont doublés après. Tu vois, donc en fait, c'est un peu compliqué quoi, de donner. Oui, mais il y a plein de moments où ça sonne un peu bizarre. Mais oui, mais il y a une post-synchro parce qu'ils se sont fait couper pendant le premier confinement et du coup ils ont dû déjà raccourcir le tournage sous l'eau et ensuite les deux acteurs qui habitent à Los Angeles sont repartis chez eux. Il y a eu le confinement et Bustillo et Mori ont dû rester en France chez eux et faisaient par Zoom des directions d'acteurs de post-synchro. Et donc en fait, il y a eu un truc un peu compliqué de voilà. Alors ils ont quand même appelé un pote à eux qui habite là-bas pour ça un peu les... okay. Mais du coup, voilà. D'accord. Non, mais c'est... Mais ça aurait pas forcément été merveilleux s'ils avaient été sur place avec eux. Je les avais entendus, Bustillo et Mori, parce qu'ils sont passés dans... Alors, je sais plus si je les ai entendus dans un podcast Capture Mag ou je sais plus quoi. Mais bon, je les ai entendus parler du film à un moment pendant assez longtemps et effectivement, ils ont été hyper emmerdés par le confinement parce que je crois que justement le film a été écourté parce que la fin du tournage, enfin le tournage a été écourté parce que je crois que la fin du tournage, peut-être que je dis une connerie, peut-être qu'ils nous écoutent, mais que la fin du tournage a été justement écourtée par le confinement qui est arrivé à ce moment-là. Ils ont supprimé 2 jours de tournage sous l'eau. Ouais, donc finalement ils ont eu un peu de chance, mais bon, ils n'ont quand même pas pu faire exactement tout ce qu'ils voulaient. Ouais. Donc, mais le film a eu un gros succès et a été directement vendu à partout là où il pouvait être vendu à l'international, et notamment les Américains ont trouvé ça vraiment bien et étaient un peu jaloux. C'est une méga prise de risque. Que des petits Français aient fait ça avant eux. C'est une méga prise de risque et pour le coup ils sont assez coutumiers du truc. Bustillo et Mori, c'est des gens qui essayent systématiquement de remettre un peu, de se mettre un peu en danger sur des tournages. Le film Candy Shack, ils ont fait, c'est marrant parce que il y a Vermine qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est un film qui se passe en banlieue, tout ça. Et en fait, eux dans Candy Shack, ils utilisent justement ce décor de la banlieue pour faire un film d'horreur, mais genre 3-4 ans avant, tu vois. Et je sais pas, ça m'avait. J'ai pas vu Candy Shack. C'est vachement bien, pour le coup, et ça a été tourné en même temps que Deep House quasiment. Donc franchement, big up quoi, ils sont forts. Big up. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ce duo, mais Cocorico. Ouais, bon, je l'ai déjà fait, je le referai pas. Ah non, ça suffit. La France, non pas. C'est bon. On a tout dit là. Non, oui. Bon. Ouais. Ok. Ouais, l'eau, ça mouille. Emballer, c'est pesé quoi. Ouais. Bon, c'était le premier épisode de la saison 3. Bravo, merci. Voilà. Bravo. Super, on est content. Voilà. Alors, pour la suite, donc là déjà, il y a le petit segment de la fin, mais après cette saison, on essaye d'avoir des invités. On a coupé un peu longtemps, mais on essaye de reprendre de manière régulière à notre rythme habituel, qui est un épisode toutes les 2 semaines. Et on vous remercie d'avoir continué à nous écouter pendant l'été. C'est super, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Avant de se quitter, peut-être un petit truc, une petite reco des vacances, un truc qui vous a plu pendant vos 6 mois de vacances, à vos 3 mois de vacances. 6 mois. Non. Tu parles aux intermittents. Ouais. Non, il n'y en a pas. Si, non, mais c'est plus le dimanche, c'est juste. Là, on a des dimanches, il y en a eu un paquet. Oui. Non, mais moi, je pourrais parler de. Mais du coup, tu étais là aussi, du concert de Bleachers, donc groupe de Jack Antonoff, un producteur américain. Voilà. Et Bleachers passait à l'Olympia, à Paris.
Et c'était trop méga bien. Voilà. Ouais, c'est assez fat. C'est de la musique. C'est du rock indé, je ne sais pas. Oh, de la pop, pas si indé que ça. Voilà, mais Oui, parce que Jack Antonoff, oui, c'est quand non, même Jack celui qui Antonoff, voilà. produit tout. Et voilà, notamment Taylor Swift, voilà. Lana Del Rey. Voilà. Mais c'était super à voir. Donc je vous invite à écouter Bleachers, Ouais. pour ceux qui ne le font pas déjà. Voilà. Et Taylor Swift aussi, si vous êtes des Swifties. Ouais. Ce qui est le cas de Léo. Il y a des Swifties avec nous. Lâchez un commentaire. Léo, toi, c'est une Swiftie. Mais j'ai une pote qui a failli aller voir Taylor Swift à Munich. Ah voilà. Qui a failli. Ça, Ouais. j'adore les presque anecdotes. Ouais. Ouais, vous pensez que oui, mais en fait non. Et du coup, il n'y a juste pas d'anecdote. Samedi dernier, on a presque mangé une raclette. Et bon, il faisait trop chaud. Camille, toi, un petit truc. Alors moi, ma reco, elle s'applique genre maintenant, tout de suite, à la seconde. Pour les Parisiennes et les Parisiens et les Franciliennes, Franciliens et les gens qui viennent à Paris dans les prochaines semaines, je vous enjoins tous à venir à la Mutinerie, bar queer, bar lesbien, bar historique de Paris, qui est à 2 pas du centre Georges Pompidou. Bon, d'une part parce que c'est toujours chouette de boire un peu des verres avec ou sans alcool, mais aussi parce que c'est un bar qui est en cessation de paiement là et qui a demandé du soutien. Parce qu'il est menacé de fermeture dans les prochaines semaines. Donc, le prochain mois est déterminant pour elles et eux. Donc, je pense qu'il faut les soutenir. En tout cas, moi, je les soutiens. Ouais. Et vous aussi, je pense. Ouais. De là ce fort. Cadeau. J'y vais parce que Léo, c'est la panique dans le regard. Bon, un album Illuminator qui est sorti il y a 2 semaines d'un groupe qui s'appelle Gift, comme un cadeau. C'est super. C'est un peu Tame Impala réussi. C'est Tame Oh, le bâtard. C'est un peu Tame Impala en bien. Voilà. Donc, écoutez. Bon, j'ai rien contre Tame Impala. Enfin, oui, Et sinon, eh bien, j'avais plutôt un coup de gueule. Oh, waouh. Non, mais alors, il y a, cet été, dans le monde du jeu vidéo, il y a un jeu chinois qui est sorti qui s'appelle Black Myth Wukong et qui a fait l'objet d'une énorme polémique puante et nauséabonde. Alors, le jeu est pas mauvais, mais évidemment... émanant d'un studio de créateurs et de créatrices chinoises, la communication autour du jeu avant qu'il sorte n'a pas été tout à fait en accord avec les standards européens et voire même assez naze, avec notamment des recommandations vis-à-vis de gens qui pouvaient tester le jeu en avant-première, en leur expliquant qu'ils avaient le droit de faire leur retour, mais pas le droit de parler de plein de trucs, et notamment de propagande féministe, puisque c'était les mots utilisés. Donc complètement naze. Et alors, bon, le problème s'arrêterait là, on se dirait quelle bande de gros nazes, et on s'arrêterait d'en parler, ça serait très bien. Le souci étant que ça réveille toujours les mêmes nazes, les gens qui sont les anti-woke et les gens qui font la chasse aux wokistes sur Internet, que je n'ai pas arrêté d'entendre parler sur YouTube et sur les Internets. Et j'en ai marre parce que j'ai l'impression qu'ils se font les martyrs d'un combat et que personne ne les entend, tout ça, alors qu'on n'entend que parler. Voilà, ça me gonfle. Donc voilà, niquez-vous. Donc, des recommandations. Gros coup de cœur. Niquez-vous. Je savais pas qu'on avait le droit de dire ça maintenant. Genre... Je suis d'accord, niquez-vous. Ouais. Bon, on arrête. La bienséance en tout ça. Bon, Lélé, je t'ai laissé du temps là. Bah oui, j'ai ma recommandation qui, vous allez le voir, va être somptueuse. Moi, j'aimerais vous recommander une ligne de TER. Là. Se fout de notre gueule, non? C'est pas une blague. La ligne de TER qui fait Clermont-Ferrand-Nîmes passe par la Lozère, en fait, et les Cévennes. C'est beau, les Cévennes. Et c'est magnifique. C'est les meilleures 4h30 de train de ma vie. Quelle vie de merde. Je pensais pas le dire.
Mais c'est vraiment une ligne de TER magnifique. Les trains sont confortables et climatisés. Et si vous voulez faire un petit kiff, genre le petit train de Lozère, mais sauf que c'est trop cher, les petits trains touristiques, et prenez le TER en fait. Voilà. Ouais, le Trans-Lozère, on l'appelle. Voilà, c'était ma reco. Super cool de l'été. Les toilettes sont propres ou pas? Ah, j'allais demander. J'ai ouais. pas testé, malheureusement. Quoi 4h30, t'as pas un petit pipi? Non, je me suis retenu parce que j'avais peur qu'elle soit vraiment dégueu, j'avoue. Bon. Mais il y a beaucoup d'eau en plus qui passe en dessous de toi. Du coup, t'es t'es en mode, un chameau, quoi. Impressionnant. Donc, une implosion de la vessie, mais 4h30 de plaisir. D'accord. Voilà. Ok, Léo. Bon, bah voilà. Merci, des bisous, des poutous. Ciao. Bisous. Ciao. 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 Ciao, ciao. Bisous. C'est ciao.